On parle beaucoup aujourd'hui d'une révolution romanesque. On va jusqu'à ranger des écrivains aussi divers que Samuel Beckett, Jean Quérol, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute sur les bancs d'une même école. Est-ce à tort ou à raison? Et de quelle révolution s'agit-il, si révolution il y a? Puisque le roman est remis en question, remettons à notre tour en question les raisons de cette méfiance en compagnie de Nathalie Sarraute, qui a, une des premières, proclamé cette nouvelle ère du soupçon et dont vient de paraître, aux éditions Gallimard, Le Planétarium, son dernier roman, ou plutôt, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre, son nouvel anti-roman. Quand il était avec des êtres frais et jeunes, des êtres innocents, il éprouvait le besoin douloureux, irrésistible, de les manipuler de ses doigts inquiets, de les palper, de les rapprocher de soi le plus près possible, de se les approprier. Quand il lui arrivait de sortir avec l'un d'eux, d'emmener l'un d'eux promener, il serrait fort en traversant la rue la petite main dans sa main chaude, prenante, se retenant pour ne pas écraser les minuscules doigts, pendant qu'il traversait en regardant avec une infinie prudence à gauche et puis à droite, pour s'assurer qu'ils avaient le temps de passer, pour bien voir si une auto ne venait pas, pour que son petit trésor, son petit enfant chéri, cette petite chose vivante et tendre et confiante dont il avait la responsabilité, ne fût pas écrasé. Et il lui apprenait, en traversant, à attendre longtemps, à faire bien attention, surtout très attention en traversant les rues sur le passage clouté, car il faut si peu de choses, car une seconde d'inattention suffit pour qu'il arrive un accident. Et il aimait aussi leur parler de son âge, de son grand âge et de sa mort. Que diras-tu quand tu n'auras plus de grand-père? Il ne sera pas là, ton grand-père, car il est vieux, tu sais, très vieux. Il sera bientôt temps pour lui de mourir. Est-ce que tu sais ce qu'on fait quand on est mort? Lui aussi, ton grand-père, il avait une maman. Ah, où est-elle maintenant, mon chéri? Elle est partie. Il n'y a plus de maman, elle est morte depuis longtemps, sa maman. Elle est partie, il n'y en a plus, elle est morte. L'air était immobile et gris, sans odeur, et les maisons s'élevaient de chaque côté de la rue, les maisons plates, fermées et mornes. Des maisons les entouraient pendant qu'ils avançaient lentement le long du trottoir en se tenant par la main. Et le petit sentait que quelque chose pesait sur lui, l'engourdissait, une masse molle et étouffante qu'on lui faisait absorber inexorablement en exerçant sur lui une douce et ferme contrainte, en lui pinçant légèrement le nez pour le faire avaler sans qu'il pût résister, le pénétrait pendant qu'il trottinait doucement et très sagement, en donnant docilement sa petite main, en opinant de la tête très raisonnablement, et qu'on lui expliquait comme il fallait toujours avancer avec précaution, et bien regarder d'abord à droite, puis à gauche, et faire bien attention, très attention, de peur d'un accident en traversant le passage clouté. Vous avez reconnu, Nathalie Sarraute, un des textes qui composent votre premier ouvrage publié, Tropisme. Alors, c'était votre premier ouvrage publié, mais était-ce le premier que vous écriviez? Oui, c'est le premier ouvrage que j'ai écrit. Et vous l'avez écrit en 1933? Je l'ai commencé en 1933. Et puis je l'ai laissé, je n'y ai plus travaillé, je l'ai repris, enfin j'ai terminé en 1937 et à ce moment-là, je l'ai présenté à des éditeurs, personne n'en voulait. Et finalement, il a paru chez De Noël en 1939, juste avant la guerre. Juste avant la guerre, alors la guerre est venue la couper peut-être son élan, non?
Oh, tout à fait. Je n'ai eu absolument aucun écho, sauf 2 lettres. Une lettre de Max Jacob et une lettre de Sartre. Mais pas le moindre article, absolument rien. Alors, tropisme, évidemment, c'est un mot sur lequel on a beaucoup épilogué. Vous vous êtes expliqué dessus. Je crois que c'est un terme assez clair, mais peut-être la meilleure chose, pour plus de clarté, c'est tout simplement de reprendre la définition du Petit-Larousse. Oui, exactement. C'est un accroissement ou une progression d'un organisme dans une direction donnée sous l'influence d'une excitation extérieure. Et moi, j'ai voulu appeler tropisme des mouvements à peine conscients qui sont provoqués par les autres. Ce sont des mouvements comme ceux des plantes qui sont attirés par la chaleur, la lumière, l'eau. Enfin. Exécutés presque à l'insu presque de ceux chez qui ils se produisent. En tout cas en dehors, la plupart du temps, de leur volonté. Oui, alors ce titre a eu beaucoup de succès, enfin tout au moins après, lors de la réédition de votre livre, parce que je crois qu'il donne assez bien le sens de votre recherche, et puis il définit tous ces mouvements qui animent vos personnages. Et il faut dire d'ailleurs que dans ce premier livre, dans Tropisme, on trouve la plupart des thèmes et justement cette recherche qui se trouve développée par la suite dans la plupart de vos ouvrages. C'est certain. Je pense par exemple à certains personnages du Portrait d'un inconnu, le personnage de la fille, on le trouve déjà dans un des textes qui composent votre recueil Tropisme. Oui, il y a un personnage qui ressemble au personnage de la fille, en tout cas chez lequel j'avais perçu des mouvements, des tropismes qui étaient analogues à ceux que la fille du Portrait d'un inconnu pouvait avoir. Nous allons d'ailleurs nous en rendre compte à l'écoute de ce texte. Elle était accroupie sur un coin du fauteuil, se tortillait le cou tendu, les yeux protubérants. « Oui, 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 disait-elle. Et elle approuvait chaque membre de phrase d'un branlement de la tête. Elle était effrayante, douce et plate, toute lisse, et seuls ses yeux étaient protubérants. Elle avait quelque chose d'angoissant, d'inquiétant, et sa douceur était menaçante. Il sentait qu'à tout prix il fallait la redresser, l'apaiser, mais que seul quelqu'un doué d'une force surhumaine pourrait le faire. Quelqu'un qui aurait le courage de rester en face d'elle, là, bien assis, bien calé dans un autre fauteuil, qui oserait la regarder calmement, bien en face, saisir son regard, ne pas se détourner de son tortillement. Mais quoi donc? Qu'était-ce? Il avait peur, il allait s'affoler. Il ne fallait pas perdre une minute pour raisonner, pour réfléchir. Et comme toujours, dès qu'il la voyait, il entrait dans ce rôle où par la force, par la menace, lui semblait-il, elle le poussait. Il se mettait à parler sans arrêt, de n'importe qui, de n'importe quoi, à se démener, comme le serpent devant la musique, comme les oiseaux devant le boa, il ne savait plus. Vite, vite, sans s'arrêter, sans une minute à perdre, vite, vite, pendant qu'il en est temps encore, pour la contenir, pour l'amadouer. Parler, parler, mais parler de quoi, de qui? De soi, mais de soi, des siens, de ses amis, de sa famille, de leurs histoires, de leurs désagréments, de leurs secrets, de tout ce qu'il valait mieux cacher, mais puisque cela pouvait l'intéresser, mais puisque cela pourrait la satisfaire, il n'y avait pas à hésiter. Il fallait le lui dire, tout lui dire, se dépouiller de tout, tout lui donner, tant qu'elle serait là, accroupie sur un coin du fauteuil, toute douce, toute plate, se tortillant. Autre personnage, toujours... que nous trouvons dans Le Portrait d'un inconnu et qui se trouve déjà à l'état larvaire, si vous me permettez cette expression, dans votre premier livre Tropisme, c'est également le personnage du père qui se trouve dans ce texte, cette sorte de poème, puisque ce premier livre peut être considéré un petit peu comme un recueil de poèmes en prose. Je pense, c'est ce que Max Jacob m'avait écrit, que c'était pour lui des poèmes. Bien, voici ce personnage du père. Il se soulevait péniblement. « Tiens, vous voilà. Eh bien, comment allez-vous donc? Et comment ça va-t-il? Et que faites-vous? Que faites-vous de bon cette année? Ah, vous retournez encore en Angleterre. Ah oui. » Elle y retournait. Vraiment, elle aimait tant ce pays, les Anglais, quand on les connaissait. Mais il l'interrompait. L'Angleterre, ah oui, l'Angleterre. Shakespeare, hein? Shakespeare, Dickens. Je me souviens, tenez, quand j'étais jeune, je m'étais amusé à traduire du Dickens. Thackeray, hein? Vous connaissez Thackeray?
Ah, TH, c'est bien comme cela qu'il prononce, hein? Thackeray, c'est bien cela, c'est bien comme cela qu'on dit. Il l'avait agrippée et la tenait tout entière dans son poing. Il la regardait qui gigotait un peu, qui se débattait maladroitement en agitant en l'air ses petits pieds d'une manière puérile et qui souriait toujours aimablement. Mais oui, je crois que c'est bien ainsi, oui, vous prononcez bien. En effet, le TH, Thackeray, oui, c'est cela, mais certainement je connais Vanity Fair. Mais oui, c'est bien de lui. Il la tournait un peu pour mieux la voir. Vanity Fair, hein? Vanity Fair, ah oui, vous en êtes sûr? Vanity Fair, c'est de lui. Elle continuait à frétiller doucement, toujours avec son petit sourire poli, son expression d'attente quêteuse. Il serrait de plus en plus. Et vous allez par où? Hein? Par Douvres? Par Calais? Dover? Hein? Par Dover? C'est bien cela? Dover? Il est un postulat qui se trouve déjà dans Tropisme et qui me paraît être à la source même de votre recherche et nous livrer la clé de vos personnages, c'est que chacun de nous, au fond de soi, essentiellement, est identique à tous les autres et que par conséquent, chacun de nous contient tous les autres. Oui, c'est ça, j'en suis tout à fait convaincue. Je suis persuadée de l'identité profonde quand on prend les personnages à ce niveau où se produisent les tropismes. Je ne dis pas du tout que les actions extérieures de chacun et les caractères des êtres se ressemblent, ce serait tout à fait faux, naturellement, oui, bien sûr. enfin, contraire à l'évidence. Mais quand on les prend à ce niveau, assez en profondeur, là où les actes se forment, je crois qu'ils se produisent chez tout le monde. Alors quel est ce niveau? C'est celui de l'inconscient, c'est du avant subconscient? l'action, c'est aux limites de la conscience et avant l'action, avant même la parole. Quand c'est à peine, ça affleure à peine à la conscience. Alors là, tout se produit chez tout le monde. Mais alors après, la volonté intervient, toute la personnalité, enfin tout ce qui forme les qualités de la force de caractère, l'équilibre nerveux, l'intelligence, toutes ces grosses qualités arrivent à grouper ces mouvements ou à les utiliser autrement. Alors ce sont des grosses qualités et pour vous, elles ne constituent pas le noyau, le fond même de l'individu. La personnalité est acquise. Il y a ce fond anonyme, et de ce fond anonyme surgit la personnalité. Il constitue, si vous voulez, la base sur laquelle se construit la personnalité. Mais ce fond est identique. Et puis restent toutes les qualités d'un être, son hérédité, ses possibilités, sa force morale, sa noblesse ou sa lâcheté. Ce sont des qualités qui n'ont rien à voir, il me semble, avec cette matière totalement anonyme et que chacun peut retrouver. Et que nous avons tous, puisque les gens comprennent. Nous les retrouvons dans des personnages de romans qui sont tout à fait différents de nous. Mais alors, si l'on prend un roman traditionnel, si les personnages sont différents les uns des autres, n'est-ce pas parce que l'auteur a été amené à opérer des coupes dans un personnage unique qui serait lui-même, et puis à projeter telle qualité sur un de ses personnages, tel défaut sur un autre? Certainement. Je pense que l'auteur contenait à peu près tout ce que contiennent ses personnages. C'est pourquoi je suis persuadée que nous contenons tout. Quand Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi oui. », c'était parfaitement vrai. Il a mis dans Madame Bovary tout ce qu'il contenait en lui-même. C'est pourquoi vos personnages ne sont pas cernés, ils apparaissent un petit peu, ce n'est pas un reproche, mais enfin comme des ectoplasmes, ils sont assez flottants, et on les voit très bien d'ailleurs, mais je pense que à ce moment-là, c'est une création du lecteur. Oui, c'est ce que je voudrais éviter. Je voudrais que ce soit les tropismes, ces mouvements-là, anonymes, qui l'intéressent. Mais comme je suis obligée de le prélever chez des personnages, naturellement qu'ils s'infléchissent suivant le personnage sur lequel ils sont prélevés. Et alors le lecteur, je le crains, voit surtout le type qui se forme malgré moi autour de ces mouvements. Oui, mais alors ne pas cerner les personnages, c'est faire exactement le contraire de ce que jusqu'ici on a recherché en littérature, ou tout au moins de ce que faisait Flaubert que vous avez cité, ou La Bruyère, c'est-à-dire de rechercher des types, des caractères. Alors vous faites exactement le contraire. Je fais exactement le contraire, c'est-à-dire que j'essaie, dans le portrait d'un inconnu par exemple, de retrouver les mouvements qui composent les actes d'un avare. Et alors montrer que l'avarice, si on commence à l'étudier de très près, sous cette forme-là, contient tout ce qu'on voudra. Ça peut contenir l'angoisse de la mort, ça peut contenir un besoin d'oppresser autrui, ça peut signifier un certain masochisme. Enfin, il y a des quantités de mouvements chez mon avare qui ne sont pas considérés habituellement comme faisant partie de l'avarice. C'est en somme une décomposition de la notion d'avare.
Et dans certains cas, Et alors même un acte qui paraîtrait monstrueux et qui paraîtrait un acte typique d'avarice pourrait être dû, au contraire, à une impulsion peut-être même généreuse. Quelquefois. Un avare peut être quelquefois bien plus généreux que quelqu'un de généreux qui, lui, peut avoir des mouvements d'avarice, enfin. C'est vrai, mais à ce moment-là, vous en venez à excuser un peu tout le monde, et il n'y a plus ni victime ni assassin possible. C'est-à-dire, je ne me place pas sur le plan moral. Bien sûr. Dès qu'on se place sur le plan moral, il faut alors simplifier immédiatement pour pouvoir prendre un certain recul. Mais si la morale suppose une simplification, à ce moment-là, n'est-elle pas injuste à la base même? Elle est à la base certainement injuste, elle est nécessaire parce qu'il faut simplifier pour pouvoir vivre et agir. Il faut avoir une certaine attitude vis-à-vis de quelqu'un qu'on considère comme un avare. Mais quand on veut l'étudier et connaître la réalité, c'est ça qui me préoccupe, on est bien obligé de ne pas tenir compte de la morale et de voir simplement comment il fonctionne, ce que signifie cette avarice. Et alors à ce moment-là, le mot avarice perd tout son sens. C'est pour ça qu'au début du portrait d'un inconnu, quand ils lui disent c'est un avare, il se rend compte que ça ne signifie rien. Il veut voir que signifie le mot avare. Il commence à chercher, alors il découvre tout ce que le livre contient. Alors dans la vie, on est quand même bien obligé de se servir de cette monnaie des mots. C'est une question uniquement pratique, c'est une question de nécessité pratique, de simplifier. Mais c'est l'opposé pour moi d'une œuvre d'art, la vie. Et est-ce pourquoi vous êtes tellement hanté par les lieux communs? Eh bien, ce sont ces lieux communs qui empêchent de voir ces mouvements, les découvrir. Les lieux communs sont cette carapace qu'il faut arracher et derrière laquelle, justement, pour simplifier, pour la commodité de la vie et des conduites, et pour l'utilité, on masque la réalité. Et puis c'est aussi ce petit port bien calme où chacun peut venir se reposer après les tempêtes intérieures, où vos personnages semblent communier. Communier et même se retrouver eux-mêmes, parce qu'ils préfèrent se voir eux-mêmes sous la forme de ces clichés et de ces lieux communs commodes, plutôt que de retrouver toute cette matière trouble qu'il y a en eux. C'est très vrai, et puis d'ailleurs je crois que certaines vedettes, et surtout certains écrivains, sont très heureux de s'imaginer comme on les voit, beaucoup plus que comme ils se voient eux-mêmes. C'est certain, de se conformer à ce qu'on voit, ce qu'ils imaginent qu'on voit d'eux. C'est d'ailleurs le sujet d'une pièce d'Adamov, le professeur Taran. Oui. Alors, tout le monde se ressemble, mais hors de ces providentiels lieux communs, personne ne semble se comprendre. Il n'y a jamais vraiment d'amitié, d'amour partagé, ou alors c'est toujours très faible, et puis on dirait immédiatement que le personnage a peur de se livrer entièrement à l'autre, et alors il y a toujours une fuite d'un côté ou de l'autre. Ou s'il n'y a pas fuite, c'est l'autre qui en profite, qui abat sa patte, et voilà votre personnage devenu victime. Parce que je les ai pris dans des situations, je ne veux pas dire par là que ce sont les situations qu'il n'y en a pas d'autres dans la vie et que ce sont les seuls rapports humains. Mais j'ai voulu les prendre au moment où ces tropismes, en somme, arrivent à un point culminant, c'est-à-dire où il y a des conflits, où il y a des mouvements d'agressivité, où les rapports deviennent plus difficiles. C'est à ce moment que ces mouvements se développent. Alors c'est pour ça que très souvent, il se produit, justement, il n'y a pas cette fusion qui amènerait le calme. S'il y a le calme, moi je n'ai plus rien à y voir pour ce que je cherche. Ou alors le roman se termine. Le roman se terminera. Également, vos personnages éprouvent constamment le besoin de prouver aux autres leur identité, cette identité que vous pressentez. Et pour ça, alors, ils sont prêts à toutes les bassesses, ils se vautrent devant l'autre, ils rampent, et puis si l'autre a l'air de les reconnaître, alors ils se mettent à ronronner tout heureux, comme s'ils étaient brusquement pardonnés. Certainement, il y a chez eux ce besoin de contact. J'ai essayé d'en parler dans un essai de Dostoïevski à Kafka. Il me semblait que chez Kafka et chez Dostoïevski, la base chez eux des rapports humains était ce besoin de contact. Je crois que ce contact complet est absolument impossible, il me semble, sauf à de rares moments, enfin. C'est tout au moins ce qu'il apparaît à la lecture de vos œuvres et notamment à la lecture d'un certain passage de votre dernier roman, Le Planétarium. Il n'y a de fusion complète avec personne. Ce sont des histoires qu'on raconte dans les romans. Chacun sait que l'intimité la plus grande est traversée à tout instant par ces éclairs silencieux de froide lucidité, d'isolement. Il suffit de s'écarter de soi-même et de se voir comme les autres vous voient, et aussitôt cela crève les yeux. Mais alors ce fond qui nous est commun à tous, cette identité, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, pour moi, c'est entièrement, justement, rempli par tous ces mouvements qui constituent l'existence. L'existence, justement, est faite par ce mouvement incessant.
C'est une sorte d'effort créateur constant que nous faisons à chaque seconde. Il n'y a pas de vide, c'est au contraire extrêmement plein en nous. Mais dans certains cas, quand les autres vous considèrent, je pense par exemple à un de vos personnages qui dans le planétarium considère un garçon de café. Et alors il a vraiment l'impression que ça n'est qu'une sorte de grand vide, d'une masse sensible à tout ce qui est extérieur qui vient le remplir comme un récipient et puis qu'il n'y a rien d'autre. Eh bien, je crois que c'est un moment justement où c'est tout à fait illusoire, c'est faux. Il le voit d'une manière qui est tout à fait conventionnelle. Mais en réalité, le garçon de café est aussi plein que celui qui l'observe. Il n'y a aucun vide en lui, pas plus que chez l'autre, enfin. Et cette façon d'observer, d'ailleurs, c'est un petit peu l'attitude qu'avait le romancier jusqu'à présent, et surtout certains romanciers américains qui voyaient leurs personnages de l'extérieur. C'était la fameuse école behavioriste, Oui. l'école du comportement par conséquent. Assis là, immobile, il sent comme cela se forme en lui quelque chose de compact, de dur, un noyau. Mais il est devenu tout entier pareil à une pierre, à un silex. Les choses du dehors, en le heurtant, font jaillir de brèves étincelles, des mots légers qui crépitent un instant. Ce qu'il chauffe, votre poêle, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette marque? Un godin? Ça chauffe le tonnerre, ces machins-là. Le garçon approuve de la tête, regarde le poêle avec intérêt. Aucun noyau dur en lui, c'est évident. En lui, tout est mou, tout est creux. N'importe quoi, n'importe quel objet insignifiant venu du dehors le remplit tout entier. Ils sont à la merci de tout. Il était ainsi lui-même il y a quelques instants. Comment pouvait-il vivre? Comment vivent donc tous ces gens avec ce vide immense en eux, où à chaque instant n'importe quoi s'engouffre, s'étale, occupe toute la place? Le garçon se baisse et tourne avec attention le bouton qui règle l'arrivée de l'air, se relève et contemple le poêle d'un œil attendri. Ah, vous pouvez le dire, les godins, il n'y a rien de tel. Ça vaut le chauffage central. Ça ne s'éteint jamais. On les bourre le soir, le matin, il n'y a qu'à vider les cendres. On ne fera jamais mieux que ces machins-là. Et encore aujourd'hui, il fait bon, mais si vous étiez venu par les grands froids, il fait une chaleur ici. Je ne peux jamais endurer un tricot. Oh, vous avez de la chance, moi je suis toujours gelé. Je pourrais mettre 2 tricots en plein été. Ah, ça dépend aussi du travail qu'on fait. C'est que nous, dans notre métier, on remue. On trotte toute la journée. Ah, je vous réponds qu'on ne risque pas de s'ankyloser. C'est bon pour la circulation. Jusqu'à présent, toute la littérature, me semble-t-il, enfin si on prend les grands phares comme Balzac, Flaubert, s'est intéressée aux actes, à ce qui était déjà fait. Et non pas à ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que nous avions, si vous voulez, une littérature au passé. Alors, est-ce que vous pensez que vous écrivez maintenant une littérature qui serait au présent? Oui, je cherche à écrire au présent. Je pense que chez eux, ça existait. Tous ces mouvements existaient, mais ils n'étaient pas isolés, étudiés et recréés comme je cherche à les recréer. Mais enfin, on peut retrouver facilement chez Balzac, Dostoïevski, tout ce qui pourrait être des tropismes. Oui, bien sûr, dans la il y a des mesure même où exceptions. leurs personnages sont extraordinairement complexes et vivants, on peut les étudier comme des êtres vivants et y trouver tout ce qu'on voudra. Il est certain que tout acte, toute parole, toute pensée même, sont précédés et accompagnés par ces hésitations, ces glissements larvaires, ces calculs, ces sortes de mouvements browniens que vous analysez. Mais ces mouvements souterrains sont-ils vraiment plus importants que l'acte auquel ils donnent naissance et dans lequel par conséquent ils s'annulent? Il me semble que toute manifestation de vie est importante. Non, mais il est certain que ces mouvements annoncent, préparent un acte donné. Et que cet acte sera faussement interprété si on ne connaît pas ces mouvements. C'est ça. Et d'un autre côté, alors là c'est certain, et il est donc indispensable de les connaître, si tout au moins on peut les connaître, parce qu'il me semble qu'il y a un tel grouillement là, qu'il est assez difficile d'en donner une idée complète. Enfin, c'est quand même ce que vous faites. Et puis, il y a, à un certain moment, ces mouvements aboutissent à un acte. Alors, est-ce qu'un individu n'est pas exprimé tel qu'il est réellement? Est-ce que sa vérité ne s'exprime pas autant par ces mouvements larvés qui ont précédé l'acte que
par l'acte lui-même, et puis l'attitude qu'il peut prendre ensuite par rapport aux conséquences de cet acte. Au dehors, elle s'exprime davantage par l'acte puisqu'on ignore ses mouvements. Oui, donc c'est plus visible. C'est plus visible, mais si on pouvait voir ses mouvements, l'acte prendrait probablement une coloration, une signification tout à fait différente. Alors là, on connaîtrait l'acte. C'est seulement ces mouvements, si on les connaissait, qui permettraient de juger l'acte et de lui donner une qualification morale, si toutefois elle en a une, parce qu'il serait probablement d'une telle complexité qu'il serait difficile de mettre une étiquette qui permettrait de porter un jugement moral sur ses actions. Oui, c'est-à-dire que nous passons là dans un autre monde, On passe dans le domaine moral et social, où je ne me place jamais. Pour prendre une image, c'est le cas de la chenille et du papillon. La chenille prépare le papillon. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de négliger tout ce qui se passe dans la chenille. C'est même là qu'est le mystère, c'est là qu'est l'intérêt. Mais le papillon, lui aussi, a son intérêt. Certainement. On a souvent l'impression que vos dialogues ne sont que des ruses où les personnages s'affrontent et sous le couvert de mots extrêmement sages, d'une grande banalité ou des propos généraux, qu'ils s'attaquent, qu'ils se recherchent. Un simple mot pour vous est prétexte à une étude extrêmement fouillée, et c'est ce que vous appelez la sous-conversation. Alors, qu'est-ce exactement pour vous que cette fameuse sous-conversation ? Eh bien, ce sont précisément tous ces tropismes qui préparent les paroles. Tout ce qui se passe en nous pendant que nous parlons ou avant que nous parlions. C'est comme si c'était pris au ralenti. Ce sont des mouvements qui sont si rapides et si fugitifs que nous ne pouvons pas les enregistrer dans la réalité en paroles. Alors, j'essaye d'être comme un appareil enregistreur qui les prendrait. Comme au cinéma, quand on veut montrer au ralenti, on prend beaucoup d'images. Alors je prends le plus possible de ces mouvements et puis je les développe devant le lecteur au ralenti. Et le lecteur, je crois, les retrouve à ce moment-là. Mais dans la réalité, il se passe avec une rapidité extrême au cours d'une conversation. Entre deux phrases, je peux enregistrer beaucoup de mouvements comme ça. Je crois que rien ne vaut un bon exemple et nous en trouverons dans Marthereau. Vous avez vu ? Regardez, à la table qui est derrière vous, la bonne femme avec le grand chapeau. Vous pouvez l'apercevoir dans la glace. J'hésite, à peine, rien de perceptible. Le moindre mouvement maintenant de ma part a un geste de recul leur marquant ma désapprobation, mon dédain. C'est ce qu'il attend de moi. Ce coup de tampon, imposant la marque de garantie sur le moule lourd et dur, le masque de fer que nous venons de leur forger. Et il maintiendra le masque plaqué brutalement sur leur visage. Il leur écrasera la bouche, il leur aplatira le nez. Elles étoufferont, elles gigoteront pour se dégager. Je me détournerai, gêné, honteux. Il faut à tout prix essayer de l'arrêter, de le retenir. Faire semblant qu'il n'y a rien, rien que de très normal, d'absolument naturel. Me tourner sans une nuance de gêne. Où donc la dame au chapeau pointu? Sourire d'un air un peu distrait. Je me tourne, quelque chose me pousse, mais ce n'est pas le besoin de les protéger contre lui, non, ce n'est pas ça. Je sais ce que c'est d'elle que j'ai peur. Plus peur que de lui. C'est en elle qu'il y a quelque chose que pour rien au monde je ne voudrais déclencher, quelque chose de redoutable, d'implacable, quelque chose qui va s'éveiller, se dérouler lentement, qui le menace. Il ne voit pas, il va foncer dessus. Étourdiment comme le petit chien qui fourre son nez dans un nid de serpent. Je me tourne, elle m'encourage. Là, tournez-vous doucement, là, près de la fenêtre. La femme blonde, elle ne vous voit pas. Le pacte est conclu. J'ai accepté la vilissante promiscuité, l'ignominieuse fraternité. Il nous observe, notre sort est lié maintenant. Pareil tous les trois. Elle et moi, logés à la même enseigne, rampant dans l'abjection. Nos courses en ville, complices, fouillant ensemble pour dénicher l'occasion rare chez les brocanteurs, les petits antiquaires. Toute cette camelote qui lui a coûté une fortune, ses goûts de bonne femme, ce métier. Appelez ça un métier. A-t-on idée pour un jeune homme de passer son temps à imaginer tous ces attrape-nigauds, ces chaises en fil de fer, de vrais perchoirs pour les oiseaux? Mais elles acceptent n'importe quoi, n'importe quel greluchon stupide les ferait marcher sur la tête. Ils appellent ça un art. Et ce mépris pour lui, c'est le comble. C'est lui, le béotien. Il ne comprend rien à l'art.
leur vache à traire. C'est ce qu'il est en réalité, rien d'autre. Il nous connaît, moi aussi, le petit. Un joli produit. Il a de qui tenir d'ailleurs, sa mère n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Elle ne savait pas repriser une paire de chaussettes ou cuire un œuf. Mal mariée, avec cet alcoolique toujours entre deux vins, mais elle en était tellement entichée. Après, comme toujours, c'est lui qui paie les pots cassés. Charmant. Le neveu, mon neveu, dans le temps, il en était fier. Il croyait qu'on en ferait quelque chose. Il en parlait aux clients, aux concurrents. Mon neveu travaille avec moi, il va prendre ma succession. Mais je t'en fiche, ils ne sont bons à rien. Toute la famille des écervelés, des fainéants. Tout cela est bien plus encore exprimé, non avec des mots, bien sûr, comme je suis obligé de le faire maintenant, faute d'autres moyens, pas avec de vrais mots, pareils à ceux qu'on articule distinctement à voix haute ou en pensée, mais évoqués plutôt par des sortes de signes très rapides, contenant tout cela, le résumant, telle une brève formule qui couronne une longue construction algébrique, qui exprime une série de combinaisons chimiques compliquées, des signes si brefs, et qui glissent en lui, en moi, si vite, que je ne pourrai jamais parvenir à bien les comprendre, à les saisir. Je ne peux que retrouver par bribes et traduire gauchement par des mots ce que ces signes représentent. Des impressions fugitives, des pensées, des sentiments souvent oubliés qui se sont amassés au cours des années et qui maintenant, assemblés comme une nombreuse et puissante armée derrière ces étendards, se regroupent, s'ébranlent, vont déferler. Je plie l'échine, je rentre la tête dans les épaules. Il se penche vers nous, le regard haineux, il siffle. Vous avez une façon de dévisager les gens. Nous restons un moment immobiles, serrés les uns contre les autres, tout gris, petits moineaux alignés sur le fil, grappes tremblantes de singes souffreteux, et puis, en elle, quelque chose qui sommeillait. Ce qui me faisait si peur, justement, c'est pourquoi je m'étais lâchement rangé de son côté, contre lui. Quelque chose en elle s'étire, se détend, se dresse. L'enveloppe dans laquelle le charme la tenait enfermée se fendit, craque. Il a peur maintenant aussi, hein. Je le sais, petit fox terrier étourdi qui a mis son nez imprudemment dans un nid de serpent. Elle apparaît, dure, glacée, impitoyable. Elle l'examine d'une distance immense. La dame à la licorne, la statuette précieuse, la princesse lointaine. Je n'ai pas emporté ça, vous m'entendez? Quand je suis parti, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Elle était couchée sur son lit, la joue appuyée sur la paume de sa main, lisant un roman. Il marchait de long en large, il parlait sans fin, criait, il ameutait les gens partout avec ses scènes de jalousie continuelle, ses reproches, ses cris. Il la traitait de tous les noms, une putain. Elle n'était que ça, une seule petite putain. La vie commune, leur vie, on appelle ça une vie commune. C'était un enfer, depuis le début. Il l'avait toujours su, depuis le début. Elle n'en avait qu'à son argent. Mais qu'elle parte donc. Qu'elle aille au diable, au ruisseau, sa place. Qu'elle ne compte pas sur lui pour aller la chercher. Il sortait en claquant la porte, il revenait. Déjà pendant leur voyage de noces en Syrie, quand il avait eu la fièvre, tant de froideur, un pareil cynisme chez une gamine. Pas un atome d'affection, de sympathie, moins que pour le chauffeur, moins que pour son chien. Mais qu'elle parle, qu'elle réponde. Il s'approchait les poings serrés, il lui arrachait le livre des mains, qu'elle dise quelque chose. Elle restait impassible, figée, les yeux baissés, elle faisait semblant de lire. Il sanglotait, la tête appuyée au chambranle de la porte. Il était seul, démuni, il ne pourrait pas le supporter. Un mot seulement, jamais un mot tendre, ou caressant pas même son prénom, comme sa mère autrefois. Mais elle n'avait jamais pu l'appeler par son prénom. Qu'elle dise ce qu'elle veut, tout ce qu'elle voudra. Il y avait 10 ans de vie ensemble. Et l'enfant, tout était prêt, le taxi attendait en bas, elle était passée toute droite dans sa tenue de voyage, voilette baissée, gantée. Le chauffeur portait sa valise. Je voudrais implorer la protéger, qu'elle pardonne, qu'elle ne fasse pas attention. Il est si bon, juste, maladroit, nerveux, si soupe au lait. Elle le fixe longtemps, sans rien dire, et il détourne les yeux. Elle incurve sa lèvre et lui donne un pli dédaigneux. Qu'est-ce qui vous prend? Mais cela, pas toujours. Parfois, malgré les signes avant-coureurs menaçants, elle est prise au dépourvu. Elle n'était pas assez sur le qui-vive, sans doute, adhérant trop fortement à son personnage du moment, tout amolli, s'abandonnant un peu trop pour de bon à une insouciance puérile,
une un peu débile gaieté, sans pouvoir réagir sur le champ. Et je n'en ai que plus peur. Les mots qui nous ont humiliés, si nous n'avons pas la force, la rapidité de réflexe, l'adresse et le courage, parfois assez grand qu'il faut pour riposter, sont comme les projectiles qu'on n'a pas pu ou qu'on a négligé d'extraire aussitôt de la chair. Ils restent enfoncés en nous, s'enquistent, risquent de former des tumeurs, des abcès, où la haine peu à peu s'amasse. Il ne perdra rien pour attendre, je le sais bien, un beau jour, au moment pour lui et pour elle aussi probablement le plus imprévu, la haine amassée en elle viendra affleurer à la surface, lui gicler dans les yeux. Pour l'instant, elle ne bronche pas, ou à peine. Elle rougit un peu. Nous nous regardons en souriant, nous haussons légèrement les épaules, étonnés, presque amusés, indulgents. Nous enchaînons bravement, comme si de rien n'était, d'une voix juste un peu moins assurée, et en évitant de le regarder. Tenez, elle se tourne maintenant. Vous avez vu le chapeau? C'est inouï, la mode, cette année. À moins d'être mince comme un fil. Mais pour des femmes comme ça, on n'a pas idée. Petits cochons innocents qui dansent sous l'œil du méchant loup. Papillons qu'un rustre a essayé de saisir entre deux doigts grossiers et qui, les ailes à peine froissées, reprennent leur vol. En somme, pour vous, les personnages sont en mouvement lorsqu'à nous, ils nous paraissent en repos. C'est-à-dire lorsqu'ils ne font rien. Exactement, parce que c'est dans ce repos apparent que ces mouvements grossissent et se produisent, et que je peux les étudier. Il y a, je crois, autre chose, et surtout une sorte de dégoût des réalités, comme disent les autres personnages, ceux auxquels ils se refusent, et puis une sorte de refus de la vie, du monde des adultes, où évidemment chacun se définit en fonction de ses actes et de ses paroles. Alors n'est-ce pas là ce sentiment bien connu qui pousse certains enfants à refuser, toujours vainement bien entendu, de grandir, et qui explique pour une grande part les conflits de l'adolescence. En somme, il me semble que bien de vos personnages sont des adolescents attardés. C'est possible que les personnages, ceux qui cherchent, paraissent être des adolescents attardés, parce que il me semble que l'adolescence, c'est justement la période de la prise de conscience. C'est le moment où la subjectivité s'affirme devant le monde, des idées toutes faites, inculquées par les grandes personnes et par les adultes. C'est l'âge de la révolte. C'est l'âge où on commence à chercher par soi-même, et où on rejette toutes les idées préconçues que la famille et la société vous a imposées. Et alors à ce moment-là, tout cet univers d'apparence se défait. Et c'est pour ça que mes personnages qui cherchent ont l'air d'être des adolescents. Ils sont en révolte contre le milieu ambiant. Ils veulent détruire ces idées, ces lieux communs et voir ce qu'il y a par derrière. Et ce sont les adultes qui me paraissent infantiles, justement parce que eux sont pris dans ces clichés, dans ces lieux communs. Quand ils cesseront d'être adolescents, c'est là qu'ils redeviendront infantiles comme sont les adultes qui les entourent, c'est-à-dire occupés de futilités et de choses qui ne... fausses en somme. Cocteau disait d'ailleurs qu'il y a les poètes et les grandes personnes. Exactement. Alors il serait curieux de savoir ce que deviendraient vos personnages s'ils appartenaient à un autre milieu que le milieu bourgeois dans lequel vous les situez. Est-ce que ce seraient les mêmes? Je suis convaincue que ce seraient les mêmes, seulement ils auraient certainement... les lieux communs dont ils se serviraient seraient différents et leurs mouvements porteraient sur autre chose. Mais que le fond serait identique, je en suis absolument convaincue. Ce sentiment dérisoire de l'inauthenticité, comme dit Sartre dans la préface à un de vos romans, cette obsession du lieu commun et cette foi selon laquelle nous serions tous identiques les uns aux autres, bâtis sur le même canevas, je les trouve chez un auteur avec lequel pourtant on n'a pas coutume de vous comparer, il s'agit de Ionesco. Oui, j'avais été très surprise quand j'ai vu les premières pièces d'Ionesco de trouver chez lui des préoccupations qui étaient les miennes depuis longtemps déjà, et de voir que ces lieux communs, justement, le rôle qu'il jouait dans ces pièces. Et quand j'ai vu récemment le tueur s'engage, dans la dernière scène qui exprime ce besoin de contact et d'identification avec l'autre, avait été pour moi le sujet d'une nouvelle que je n'ai jamais écrite, mais exactement ce sujet-là. Ça m'a paru très étonnant quand je l'ai vu. Mais on a tendance par contre à rapprocher votre nom d'auteur, évidemment soucieux de rénover le domaine romanesque, mais engagé sur des voies qui me paraissent parallèles et même parfois contradictoires. Enfin, là je pense évidemment à tout le groupe qui était baptisé par Claude Mauriac, je crois,
le groupe de la littérature, à littérature en un mot, à privatif, et je pense surtout à Robbe-Grillet. Alors il y a évidemment chez lui et chez vous une même hantise de l'objet, mais il me semble qu'il est considéré de façon tout à fait différente. Oh, tout à fait. C'est-à-dire que chez lui, l'objet est extérieur au regard, et chez vous, il est au contraire intérieur. Oui. Un exemple nous en convaincra. Prenons, si vous voulez, tout d'abord un exemple emprunté au Voyeur d'Alain Robbe-Grillet. Au centre de la place, Mathias remarqua une statue qu'il ne connaissait pas, du moins dont il n'avait pas gardé le souvenir. Dressée sur une éminence de granit sculpté, imitant un roc naturel, une femme, en costume du pays que personne ne portait plus d'ailleurs, scrutait l'horizon vers le large. Bien qu'il n'y eût aucune liste de noms gravés sur les faces du socle, ce devait être un monument aux morts. Tandis qu'il passait le long de la haute grille de fer entourant la statue, cercle de barreaux rectilignes, verticaux et équidistants, il vit surgir à ses pieds, sur le trottoir aux larges dalles rectangulaires qui complétaient l'ensemble, l'ombre de la paysanne de pierre. Elle était déformée par la projection, méconnaissable, mais bien marquée, très foncée par rapport au reste de la surface poussiéreuse et si nette de contours qu'il éprouva la sensation de buter contre un corps solide. Il fit un mouvement instinctif pour éviter l'obstacle. Il y a une déclaration de Robbe-Grillet qui me semble absolument la négation même de votre recherche. C'est la suivante. Nous constatons de jour en jour la répugnance croissante des plus conscients devant le mot à caractère viscéral, analogique, incantatoire. Cependant que l'adjectif optique, descriptif, celui qui se contente de mesurer, de situer, délimiter, de définir, montre probablement le chemin difficile d'un nouvel art romanesque. Alors là, il me semble que c'est une attaque directe contre ce que vous faites, et c'est assez curieux puisque vous êtes mis absolument dans le même groupe. Oui, en effet, c'est tout à fait l'opposé de ce que je fais. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais attaqué ce que lui défend dans l'ère du soupçon, dans un article qui était intitulé de Dostoïevski à Kafka, que j'avais écrit en 1947, dans lequel je m'attaquais à cette vue de l'extérieur, des objets, enfin, et des personnages. Alors, sur ce point précis, nous sommes tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. Et on s'en rendra compte encore davantage en prenant comme second exemple, cette fois-ci emprunté à une de vos œuvres, le planétarium, la façon dont vos personnages considèrent les objets. Non, vraiment, on aurait beau chercher, on ne pourrait rien trouver à redire, c'est parfait. Une vraie surprise, une chance. Une harmonie exquise, ce rideau de velours, un velours très épais, du velours de laine de première qualité, d'un vert profond, sobre et discret, et d'un ton chaud en même temps lumineux. Une merveille contre ce mur beige aux reflets dorés. Et ce mur, quelle réussite! On dirait une peau. Il a la douceur d'une peau de chamois. Il faut toujours exiger ce pochage extrêmement fin. Les grains minuscules font comme un duvet. Mais quel danger, quelle folie de choisir sur des échantillons, dire qu'il s'en est fallu d'un cheveu, et comme c'est délicieux maintenant d'y repenser, qu'elle ne prenne le verre amande. Ou pire que ça, l'autre qui tirait sur l'émeraude. Ce serait du joli ce verre bleuté sur ce mur beige. C'est curieux comme celui-ci, vu sur un petit morceau, paraissait éteint, fané. Que d'inquiétude, d'hésitation. Et maintenant, c'est évident. C'était juste ce qu'il fallait. Pas fané le moins du monde, il fait presque éclatant, chatoyant contre ce mur. Exactement pareil à ce qu'elle avait imaginé la première fois. Cette illumination qu'elle avait eue, après tous ses efforts, ses recherches. C'était une vraie obsession, elle ne pensait qu'à cela quand elle regardait n'importe quoi. Et là, devant ce blé vert qui brillait et ondoyait au soleil sous le petit vent frais, devant cette meule de paille, ça lui était venu tout d'un coup. C'était cela, dans des teintes un peu différentes, mais c'était bien là l'idée, exactement ce qu'il fallait. Le rideau en velours vert et le mur d'un or comme celui de la meule, mais plus étouffé, tirant un peu sur le beige. Maintenant, cet éclat, ce chatoiement, cette luminosité, cette exquise fraîcheur, c'est de là qu'ils viennent aussi, de cette meule et de ce chant,
Elle a réussi à leur dérober cela, à le capter, planter là devant eux sur la route, à les regarder, et elle l'a rapporté ici, dans son petit nid. C'est à elle maintenant. Cela lui appartient. Elle s'y caresse, s'y blottit. Elle est faite ainsi, elle le sait, qu'elle ne peut regarder avec attention, avec amour, que ce qu'elle pourrait s'approprier, que ce qu'elle pourrait posséder. Mais en fait, ce qui vous est commun, à vous, à Rob Grillet, à Michel Butor, à Jean Quérol et à Samuel Beckett, c'est, il me semble, l'aliénation du personnage, mais aliénation due à des raisons différentes. C'est-à-dire que pour Butor, tout au moins je crois, le personnage cède devant le temps, pour Rob Grillet devant l'objet, pour Quérol devant la contrainte sociale et la solitude. Alors, pour Beckett et pour vous, c'est différent. Pour vous, il me semble que c'est devant l'impossibilité de se définir hors du monde extérieur, c'est-à-dire devant l'impossibilité de se définir sans se détruire. Oui, il me semble qu'il y a une très grande différence entre ce que je fais, enfin évidemment, et ce que fait Beckett. C'est surtout que le personnage, chez lui, est réduit volontairement à son état le plus élémentaire, alors que moi, je cherche à le voir dans la plus grande complexité possible. Et au moment où il est en possession de tous ses moyens, alors que Beckett le réduit à une existence tout à fait végétative. Oui, tout à fait. Et puis, je crois qu'en plus, les mots, pour moi, signifient quelque chose. Le langage me paraît être un outil grossier, aussi mal adapté que possible, mais enfin, c'est le seul outil que nous possédions. Et je crois en l'efficacité du langage. Je pense qu'avec cet outil grossier, il faut que nous cherchions justement à fouiller cette matière. Oui, on le sent d'ailleurs parce que vous tâtonnez, vous approchez lentement de l'objet, vous le cernez, vous le prenez sous différents angles, un peu comme les cubistes prenaient leur objet. Oui, alors que Beckett, lui, montre l'inanité de tout langage, l'impossibilité pour le langage de saisir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour lui, me semble-t-il, il n'y a rien à saisir. Il n'y a rien. Par conséquent, comme tous les groupes et comme toutes les écoles, je crois que c'est une étiquette, là encore, bien commode. Et en fait, cette étiquette recouvre des auteurs qui, chacun travaille dans des directions qui peuvent être parallèles, qui peuvent être également différentes. Évidemment, tout cela a une certaine similitude, ne serait-ce que parce qu'elles coïncident dans le temps, mais il s'agit d'actions tout à fait différentes. Certainement. Et plus ça ira, et probablement plus vous serez amenés à vous distinguer les uns des autres. Mais il est tout de même un autre caractère commun à ces diverses tentatives de renouvellement du roman contemporain, c'est le mépris de l'anecdote, de l'intrigue, c'est-à-dire, comme on disait, de l'histoire. Et le romancier d'aujourd'hui, il se refuse au récit. Et c'est là, il me semble, une tentative analogue à celle de la peinture qui a échappé successivement à l'anecdote et puis maintenant, évidemment, au sujet. En ce qui me concerne, c'est parce que ce récit attirerait l'attention du lecteur sur l'intrigue, accaparerait son attention au détriment de ce que je cherche à lui montrer et à quoi je cherche à l'intéresser, c'est-à-dire à ses tropismes. Le tropisme, pour moi, c'est comme l'élément pictural isolé dans la peinture moderne. Mais alors, il y a là une commune évolution vers le non figuratif, et c'est assez curieux, les précurseurs de ce mouvement ont ouvert la première brèche dans laquelle, sur le moment, personne n'a osé s'engouffrer, voici plus de 40 ans. Et on avait l'impression que cela n'aboutirait pas, et c'est seulement maintenant que commence à germer la semence lancée par Proust, par Schoenberg ou Kandinsky, selon qu'on parle de littérature, de musique ou de peinture. Donc ce que vous recherchez, vous personnellement, c'est une libération de l'élément psychologique, comme la peinture s'est, elle, délivrée du sujet. Oui, exactement. Mais alors le danger ne serait-il pas là de perdre le sens de l'humain, de l'émotion, au profit de l'étude clinique? C'est-à-dire que le roman n'est pas uniquement le lieu de la psychologie, et il me semble que l'art est avant tout et surtout sensuel. Et c'est pourquoi un jaune, par exemple, sera toujours différent pour un physicien et pour un peintre. Mais il me semble que ce que je cherche à restituer, c'est justement la sensation, prise dès son origine et dans toute sa fraîcheur. C'est justement l'émotion prise dans sa spontanéité que je cherche à capter, ce qui est très différent de ce que faisait l'analyse classique, qui, elle, pouvait arriver à quelque chose qui soit simplement, se rapproche de la science, en somme, à un dépsage à froid d'une matière qui est déjà inerte. Mais moi, ce que je cherche, c'est de capter cette émotion, justement, ce sentiment.
au moment où il se forme, au moment où il se développe. C'est-à-dire que si vous faisiez de la psychologie, vous colleriez des étiquettes, vous sépareriez des éléments, alors que là, vous cherchez simplement... Ils n'ont même pas de nom encore, on ne peut pas leur coller d'étiquette. Ils sont avant l'étiquette, avant même de... Ils sont en pleine formation. On ne sait pas comment désigner ces sensations, puisqu'il n'y a même pas de définition possible encore au point où j'en suis. Oui. Mais d'ailleurs, le sens de cette recherche, vous l'avez vous-même très clairement défini dans l'ère du soupçon, une connaissance plus approfondie, plus complexe, plus lucide, plus juste de ce que nous sommes, de ce qu'est notre condition et notre vie. Pour que cet élément intellectuel s'intègre à une œuvre d'art et pour qu'il la nourrisse, il faut une technique dont j'avais dit qu'elle donnerait au lecteur l'illusion de refaire lui-même ses actions avec une conscience plus lucide, avec plus d'ordre, de netteté, de force qu'il ne peut le faire dans la vie, sans qu'elle perde cette part d'indétermination, cette opacité et ce mystère qu'ont toujours ces actions pour celui qui les vit.